La plupart des choses qui t'inquiètent ne vont pas arriver, mais cela n'empêche pas ton esprit de réagir comme si c'était déjà en train de se produire. Il transforme une possibilité en menace, une pensée en problème, et te maintient en état d'alerte pour quelque chose qui n'existe même pas encore. Et au final, tu ne t'épuises pas à cause de ce que tu vis, tu t'épuises à cause de ce que tu imagines. Et il y a une raison directe à cela. Ton esprit n'essaie pas de comprendre la réalité, il essaie de contrôler ce qui n'est même pas encore arrivé. L'inquiétude vient de là, et plus tu essaies de contrôler, plus l'esprit s'agite, parce qu'il mène un combat qu'il ne peut pas gagner. Les stoïciens savaient exactement ce qu'était ce sentiment. Marc Aurèle a été direct en écrivant « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Quand tu comprends cela, tu trouves la force. Et quand cela devient vraiment clair, quelque chose change. Tu réalises que tu n'as pas besoin de tout résoudre, que tu n'as pas besoin de tout prévoir, que tu n'as pas besoin de porter le monde entier dans ton esprit. Tu commences à lâcher prise, et c'est là que la tranquillité cesse d'être quelque chose de lointain et commence à devenir une construction intérieure. Épictète a vécu comme esclave, et malgré cela, il a trouvé une paix que personne ne pouvait lui enlever. Sénèque conseillait des empereurs, vivait entouré de pouvoir, d'argent, et malgré cela, il devait faire face à la peur, à la pression et à l'incertitude. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils ont appris à séparer ce qui dépend d'eux de ce qui n'a jamais dépendu d'eux. Et ce simple changement change tout, parce que quand tu comprends cela, l'esprit ralentit, l'anxiété perd de sa force et la vie commence à devenir plus légère. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment appliquer ce principe dans ton quotidien. Comment réduire l'inquiétude, retrouver le calme et reprendre le contrôle sur ton esprit. Avant de commencer, fais quelque chose de simple. Écris dans les commentaires « Je contrôle cela ». Garde ça en tête, parce que cette phrase peut changer la façon dont tu réagis à la vie. Maintenant, on commence. 1. La ligne de la réalité. Comment séparer les faits des opinions? Allons droit au point. Une grande partie de la souffrance que tu ressens ne vient pas de ce qui s'est passé. Elle vient de la façon dont tu as interprété ce qui s'est passé. Elle ne naît pas dans le monde. Elle naît dans ton esprit, dans cette voix intérieure qui prend quelque chose de simple et le transforme en un problème énorme avant même que tu t'en rendes compte. Tu ne souffres pas du fait. Tu souffres du récit que tu construis autour du fait. Et les stoïciens ont compris cela il y a des siècles, mais la plupart des gens passent leur vie entière sans s'en apercevoir. Ce qui t'arrive ne te blesse pas directement. Ce qui te blesse, c'est le sens que tu donnes à ce qui s'est passé. Les faits sont neutres, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas de cruauté, ils n'ont pas de drame, ils n'arrivent pas avec une légende émotionnelle, ils arrivent simplement. Mais ton esprit, quand il n'est pas entraîné, entre en action immédiatement, il n'observe pas, il interprète. Et pire, il interprète vite, de façon exagérée et presque toujours de travers. Et c'est là que la souffrance commence. Voici un exemple simple mais puissant. Tu envoies un message. Des heures passent et le silence reste. C'est tout ce qui s'est passé. Mais ton esprit n'accepte pas le silence. Il remplit le vide avec des histoires. Elle m'ignore. J'ai dit quelque chose de travers. Je ne suis pas important. Tu vois ce qui s'est passé ici? Le fait était le silence. La souffrance est venue de l'interprétation. C'est comme voir une ombre dans le noir et imaginer automatiquement un monstre. Le problème n'est pas l'ombre, c'est l'histoire que tu as créée à son sujet. Et tout à coup, tu es anxieux, incertain, mal à l'aise, à cause de quelque chose qui n'a jamais été confirmé, jamais été dit, et qui n'existe peut-être même pas. Tu n'as pas réagi à la réalité. Tu as réagi à une fiction créée par ton propre esprit. Autre exemple réel, tu perds un emploi. Le fait est simple, tu ne travailles plus à cet endroit. C'est tout. Mais l'esprit entre en scène. Ma vie est finie. J'ai échoué. Je ne vais jamais réussir à me relever. Le fait était un événement, la souffrance était un scénario complet que tu as écrit en quelques secondes. L'action qui change tout est la suivante. La prochaine fois que tu sens l'anxiété, la peur ou l'inquiétude grandir, arrête-toi et demande « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Sans histoire, sans adjectif, sans exagération. Juste le fait. Ils t'ont critiqué? Le fait, quelqu'un a dit quelque chose. Le reste, c'est ta construction. Tu as été ignoré. Le fait, la personne n'a pas fait attention à toi. Le reste, c'est une interprétation. Quand tu apprends à séparer le fait de l'histoire,
tu coupes la racine de 90% de la souffrance émotionnelle. Parce que la vérité est simple et dure en même temps, ce ne sont pas les événements qui te détruisent, c'est la façon dont tu les amplifies dans ton esprit. Quand tu retires le drame de la réalité, ce qu'il reste n'est presque jamais aussi lourd que cela semblait. La montagne qui t'effrayait, souvent, n'était qu'une ombre projetée sur le mur. Alors, arrête d'être le narrateur de ta propre tragédie. Sois le chirurgien de ton esprit. Coupe l'exagération. Enlève le drame. Garde seulement ce qui est réel. Et tu vas remarquer quelque chose de puissant. Ce qui te détruisait n'était presque jamais dans le monde. C'était dans la façon dont tu y pensais. 2. La division du contrôle. Tu as déjà appris à séparer le fait de l'histoire que ton esprit construit par-dessus, mais maintenant vient la partie la plus importante, parce que sans cela, le premier outil ne tient pas. Beaucoup de gens se rendent déjà compte qu'ils exagèrent, savent qu'ils dramatisent, sentent que leur esprit va trop loin et pourtant n'arrivent pas à s'arrêter. Et cela arrive pour une raison simple. Le problème n'est pas seulement dans l'interprétation, il est dans l'endroit où tu mets ton énergie. Tu ne penses pas seulement de travers, tu investis de l'effort dans des choses qui n'ont jamais été sous ton contrôle. Et cela épuise énormément, parce que cela fait que tu t'inquiètes tout le temps. C'est comme essayer de pousser un mur de béton avec les mains nues, tu forces, tu insistes, tu t'uses, mais pas 1 centimètre ne bouge. Et au final, celui qui se blesse, c'est toi. Les stoïciens ont résolu cela d'une manière presque brutale dans sa simplicité. Divise la vie en seulement 2 parties. Première, tout ce qui dépend de toi. Tes actions, tes choix, ton attitude, ta discipline, ce que tu décides de faire aujourd'hui. Deuxième, tout ce qui ne dépend pas de toi. L'opinion des autres, le résultat final, le jugement des autres, la circulation, l'économie, la réponse de quelqu'un, le commentaire d'un inconnu. Maintenant vient la partie que beaucoup évitent de regarder en face. Le deuxième groupe ne t'appartient pas, il ne t'a jamais appartenu. Et souffrir pour cela, c'est comme essayer d'empêcher la pluie de tomber avec les mains ouvertes. Tu te fatigues, tu te frustres, et la pluie continue de tomber exactement de la même façon. Pense à quelque chose de réel. Un entretien important demain. La plupart des gens passent la nuit coincés dans des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Et s'il y a quelqu'un de meilleur? Et si j'échoue? Tu vois? Ils essaient de contrôler la décision d'une autre personne. Ils se battent sur le mauvais terrain. Le stoïcien fait autrement. Il ramène tout à ce qui est à lui. Il pense « Je peux bien me préparer, je peux me reposer, je peux arriver avec clarté, je peux parler avec honnêteté, je peux donner le meilleur de moi-même. Cela m'appartient, seulement cela. Le résultat ne m'appartient pas. Et quand tu comprends cela vraiment, quelque chose change. Tu as fait tout ce qui était à ta portée et tu n'as pas été choisi. Tu n'as pas échoué. Tu as rempli ta part, parce que ton rôle n'a jamais été de contrôler le monde. Il a été d'agir avec excellence dans ton propre champ. C'est la différence entre vivre en paix et vivre en guerre constante avec la réalité. Alors, chaque fois que quelque chose commence à te ronger de l'intérieur, arrête-toi et demande-toi avec honnêteté, est-ce que cela dépend entièrement de moi? Si la réponse est non, arrête de porter cela. Je ne dis pas d'ignorer la vie. Je dis d'arrêter de souffrir pour quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains, d'arrêter de lutter contre la réalité et de diriger ton énergie vers ce qui est à toi. Ton caractère, ton action, ta réponse, le reste, c'est du bruit. Et le jour où tu comprendras vraiment cela, pas seulement avec la tête, mais dans ton corps, dans la façon dont tu réagis, tu vas ressentir quelque chose que tu n'as peut-être pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté. 3. L'affrontement nécessaire. Tu as déjà compris ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas, mais malgré cela, il existe un type d'inquiétude qui ne disparaît pas. Elle revient quand tout est silencieux, quand rien ne s'est passé, mais que quelque chose pourrait arriver. Elle ne vient pas du passé, elle vient du futur. Et précisément pour cela, elle est plus difficile à gérer, parce qu'elle n'a pas de forme, pas de visage, seulement une possibilité. Cette peur a une particularité, elle ne fonctionne que dans le noir. Dans l'incertitude, dans ce que tu évites de regarder, parce que ce que tu ne regardes pas, ton esprit l'agrandit, et plus tu évites, plus cela grandit. Parce que ce n'est pas le problème qui te paralyse, c'est le manque de clarté à son sujet. Les stoïciens avaient une réponse pour cela. Ils appelaient cela la préméditation de l'adversité.
Et non, ce n'est pas imaginer le pire pour souffrir avant le moment, c'est imaginer le pire pour ne pas être pris au dépourvu. La plupart des gens entendent cela et pensent que c'est du pessimisme, mais c'est l'inverse, c'est de la préparation. Pense à ce qui t'inquiète le plus en ce moment. Perdre ton emploi, qu'une relation se termine, qu'un projet échoue ou que quelqu'un d'important parte. Maintenant, fais ce que la plupart évitent. Arrête-toi et visualise cela en train d'arriver, sans fuir, sans adoucir. Vois la scène complète, comme si c'était déjà réel. Parce que tant que tu évites d'y penser, ton esprit traite cela comme quelque chose d'inconnu. Et l'inconnu semble toujours plus grand que ce qu'il est réellement. Maintenant, continue, respire et remarque quelque chose d'essentiel. Tu es toujours là. Ton corps continue, ton esprit continue, ton caractère continue. Si tu perds ton emploi, tu as encore tes compétences, ta capacité à recommencer, comme des millions de personnes qui sont déjà tombées et sont revenues plus fortes. Si une relation se termine, la douleur existe, mais tu restes toi-même. Ton identité ne disparaît pas avec cela. Si tout ne se passe pas comme prévu, tu as encore la base qui soutient toute reconstruction, toi. Et voici le point qui change tout. La peur commence à diminuer non pas parce que le scénario cesse d'exister, mais parce qu'il cesse d'être inconnu. Quand tu traverses ce scénario dans ton esprit et que tu arrives jusqu'au bout et que tu te rends compte que tu es encore debout, quelque chose dans ton esprit change complètement. La peur ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir. Parce que maintenant elle a une forme, et ce qui a une forme peut être affronté, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Ce qui semblait énorme a maintenant une limite. C'est cela qui construit une vraie confiance, pas celle qui dépend du fait que tout se passe bien, mais celle qui naît du fait de savoir que, si cela tourne mal, tu sauras comment agir. Et cela change complètement la façon dont tu vis. Le futur cesse d'être une menace constante et devient simplement quelque chose que tu es prêt à affronter. Cette technique stoïcienne n'est pas du pessimisme, c'est comme un entraînement invisible. Tu passes mentalement par ce que tu redoutes pour que, quand cela arrive, ce ne soit pas la première fois. Sénèque parlait de cela avec simplicité. Il conseillait d'imaginer les pertes et les difficultés, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre préparé. Parce que celui qui entraîne son esprit avant ne se brise pas quand la vie le met à l'épreuve ensuite. 4. Le façonnage intérieur. Tu peux tout comprendre. Tu peux étudier, tu peux réfléchir, tu peux même être d'accord avec chaque idée, mais au moment où la vie se resserre vraiment, une seule chose compte, ce que tu as déjà vécu en pratique. Les outils précédents te donnent de la clarté, t'apprennent à séparer les faits des jugements, à lâcher ce qui n'est pas sous ton contrôle et à observer le pire scénario avec sang-froid. Mais il y a quelque chose qu'aucun d'eux ne peut te donner à lui seul, une résistance réelle. Parce que quand la douleur arrive, quand le problème est concret, quand il y a une vraie pression, la théorie ne soutient personne. Et c'est pour cela que tant de gens s'effondrent face aux premiers problèmes sérieux. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne se sont jamais entraînés. Ils ont vécu des années dans le confort, sans friction, sans avoir besoin de se dépasser, sans affronter un véritable inconfort, sans devoir produire des résultats sous pression. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais soulevé de poids de sa vie et qui, soudain, doit porter quelque chose de lourd. Le corps ne répond pas, non pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il n'a jamais été préparé. L'esprit fonctionne de la même manière. La confiance n'est pas un joli sentiment qui apparaît de nulle part. La confiance est une trace interne. C'est le résultat d'expériences qui te prouvent à toi-même que tu tiens bon. Elle ne naît pas de phrases répétées devant le miroir. Elle naît des moments où tu as voulu abandonner et tu n'as pas abandonné. Des jours où c'était difficile et tu as continué. Des situations inconfortables où tu es resté ferme. Sans ces preuves, ton esprit n'a aucune raison de te faire confiance. Et c'est là qu'entre en jeu l'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme, l'inconfort volontaire. Chercher de petites difficultés de manière intentionnelle, avant que la vie n'impose des difficultés plus grandes, non comme une punition mais comme un entraînement. Comme un soldat qui se prépare avant la guerre, parce qu'attendre que la crise arrive pour découvrir si tu es fort, c'est le pire moment possible pour ce test. Alors tu commences petit, une douche froide quand tout en toi réclame de l'eau chaude. Sortir marcher quand il pleut et que le canapé paraît plus confortable. Rester quelques heures loin du téléphone
même en sentant cette légère anxiété de vouloir le prendre, te lever quand le corps réclame encore 5 minutes, sentir la faim un peu plus longtemps avant de manger. Des choses simples, mais extrêmement puissantes, parce que chacune de ces actions envoie un message direct à ton cerveau. Je ne suis pas contrôlé par mes impulsions. Je décide. Je commande. Et quand ce message se répète tous les jours, tu cesses d'être quelqu'un qui réagit, et tu deviens quelqu'un qui choisit. Et c'est la base de la vraie confiance, pas celle qui dépend que tout se passe bien, mais celle qui naît de la certitude que, même quand ça ne se passe pas bien, tu tiens bon. C'est la confiance de celui qui a déjà été dans l'inconfort et n'a pas été détruit par lui, de celui qui a déjà eu envie d'arrêter et a continué quand même, de celui qui a déjà affronté des jours difficiles et est resté debout. Ce type de confiance ne fluctue pas, elle ne dépend pas de la validation, elle ne dépend pas des circonstances, elle se construit, brique par brique, situation par situation, choix après choix. Alors arrête de chercher toujours le chemin le plus facile, parce que le chemin facile t'affaiblit silencieusement. Il te laisse sans préparation précisément pour le moment où tu as le plus besoin de force. Accueille la friction, accueille l'adversité, entraîne l'inconfort, entraîne ton autocontrôle. Fais-en une partie de ta routine, parce que quand le vrai problème arrivera, et il arrive toujours, tu ne trembleras pas. Tu reconnaîtras le terrain et tu sauras exactement quoi faire. 5. Le principe des 2 poignées que personne ne t'a enseigné. Épictète enseignait quelque chose qui, si tu le prends au sérieux, change complètement la manière dont tu traverses les moments difficiles. Tout ce qui arrive a 2 poignées. Une qui te permet de faire face avec fermeté et une autre qui t'entraîne à l'intérieur du problème. Et voici l'erreur que presque personne ne perçoit. Tu ne souffres pas seulement de ce qui s'est passé, tu souffres de la manière dont tu tiens ce qui s'est passé. Dans la pratique, cela se produit vite, automatiquement, presque invisiblement. Quelqu'un te manque de respect, et en quelques secondes, tu transformes cela en quelque chose de personnel, comme si cela définissait qui tu es. Quelque chose ne se passe pas comme prévu, et tu l'interprètes déjà comme un échec, comme si une erreur définissait tes capacités. Un plan ne fonctionne pas, et tu traites déjà cela comme une perte totale, comme s'il n'y avait aucun ajustement possible. Et c'est là que l'inquiétude entre en jeu, non comme une réaction au fait, mais comme une construction au-dessus du fait. Tu ne penses pas seulement « ça n'a pas marché », tu commences à penser « et si tout continue à mal tourner ? Et si cela montre que je ne suis pas capable ? Et si les autres s'en rendent compte ?» Tu vois, le problème initial était petit, mais la manière dont tu le tiens commence à multiplier le poids. L'esprit ne fait pas que porter, il amplifie. Maintenant, visualise cela. C'est comme traverser un aéroport en serrant dans tes bras une valise lourde, en forçant, en te fatiguant, alors qu'en réalité elle a des roulettes et qu'elle a été faite pour être tirée avec légèreté. Le poids est le même, la valise n'a pas changé, mais la manière dont tu as choisi de la porter transforme complètement l'expérience. Et c'est exactement ce que tu fais avec beaucoup de problèmes. Ils ont déjà un poids, mais tu insistes pour les porter de la manière la plus difficile possible. Mais celui qui développe une force émotionnelle fait différemment. Non pas parce qu'il vit des choses plus faciles, mais parce qu'il apprend au milieu de la pression à ajuster la manière dont il tient cela. Une mauvaise journée ne devient pas une mauvaise vie. Elle devient simplement un jour qui doit être traversé avec plus de conscience. Un message ignoré ne devient pas un rejet. Il devient simplement une absence de réponse. Un regard de travers ne devient pas un jugement. Il devient simplement l'opinion de quelqu'un d'autre. Un silence ne devient pas du mépris, il devient simplement une absence d'information. Une erreur ne devient pas un échec, elle devient une correction de trajectoire. Un retard ne devient pas du désespoir, il devient une réorganisation. Rien de tout cela n'est du positivisme forcé, c'est de la stratégie, c'est de l'intelligence appliquée au moment où il serait plus facile de réagir par impulsion. Et voici le point le plus important. Tu n'as pas besoin de nier ce que tu ressens, tu dois ne pas aggraver ce qui est déjà difficile. Voilà la différence. Parce que la maturité, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ne pas transformer tout en quelque chose de plus grand que ce que c'est réellement. Parce qu'au fond, la plupart des choses qui te submergent ne sont pas plus grandes que toi, tu es simplement en train de les gérer de la manière la moins efficace possible. Et cela est un choix qui s'entraîne.
Au milieu de l'inconfort, au milieu de la pression, tu peux t'arrêter une seconde et te demander « Est-ce que je gère cela ou est-ce que je suis en train d'aggraver cela ?» Et cette question change tout parce qu'elle te sort de l'automatique et te remet aux commandes de ton action. L'inquiétude, les moments difficiles, ce sentiment d'angoisse et d'agitation, rien de tout cela n'est plus grand que toi. Ce qui donne cette impression, c'est la manière dont tu es en train de gérer cela. Quand tu portes ces situations par la mauvaise poignée, tout devient plus lourd, tout paraît urgent, tout semble hors de contrôle. Mais quand tu ajustes la manière de tenir, le même problème cesse de te dominer et devient simplement quelque chose que tu traverses. C'est le basculement. Tu cesses d'être traîné et tu commences à diriger. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vie qui t'écrase, c'est la manière dont tu lui réponds. Et au moment où tu comprends cela, tu récupères quelque chose que tu n'aurais jamais dû perdre, le contrôle sur toi-même. Alors, la prochaine fois que tu sens le poids augmenter, ne réagis pas. Ajuste, choisis la bonne poignée et continue d'avancer. 6. Le rappel final. Arrête de gaspiller ta vie. On arrive à la dernière pratique, la plus inconfortable et en même temps, la plus transformatrice de toutes. Les précédentes t'ont donné de la clarté, t'ont donné du contrôle, t'ont donné de la force pour faire face au monde. Mais celle-ci fait quelque chose de différent. Elle change la manière dont tu vois le temps, et quand tu changes ça, tout change avec. Ça s'appelle Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Je sais ce que tu peux être en train de penser maintenant. C'est lourd, c'est négatif. Mais, en réalité, c'est l'inverse. C'est la pensée qui redonne le plus de lucidité à ta vie. Le problème, ce n'est pas que tu t'inquiètes trop. Le problème, c'est que tu vis comme si tu avais un temps infini. Tu t'accroches à un commentaire de quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu t'épuises pour un email sans réponse. Tu perds de l'énergie à essayer de contrôler l'opinion des autres. Parce que, au fond, tu agis comme si tu pouvais gaspiller des journées entières. Et malgré ça, avoir encore largement le temps de vivre vraiment plus tard. Mais laisse-moi te montrer ça de manière simple. C'est comme quelqu'un qui reçoit une seule bouteille d'eau pour traverser le désert et qui décide d'en jeter la moitié sur un coup de tête en pensant qu'il en trouvera une autre plus loin. Voilà l'erreur. Tu traites ton temps comme quelque chose de remplaçable, alors qu'il ne l'est pas. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Si tu savais avec une certitude absolue qu'aujourd'hui est ton dernier jour, est-ce que tu accorderais encore de l'importance à ce message ignoré, à cette critique, à ce détail qui n'a pas été parfait? Ou est-ce que tu laisserais tout ça tomber comme quelque chose de trop petit pour être porté? Parce que c'est exactement ce que c'est, trop petit. Au fond, ce qui pèse vraiment, ce ne sont pas ces choses-là. Ce sont les personnes que tu aimes, les actions que tu entreprends, et la personne que tu choisis d'être pendant que tu as encore du temps. Memento Mori, ce n'est pas de la tristesse. C'est une question de priorité. C'est un filtre brutal, direct et honnête. Chaque fois qu'une inquiétude apparaît, pose-toi une seule question. Est-ce que ça aura encore de l'importance à la fin de ma vie? Si la réponse est non, et la plupart du temps, ce sera non, alors cette inquiétude ne mérite même pas une seconde de ton attention. C'est la règle, simple, claire, directe et libératrice, parce que ton temps est la seule ressource que tu possèdes vraiment, et c'est la seule que tu ne récupéreras jamais. L'argent revient, les opportunités reviennent, l'énergie revient, la vitalité revient, mais le temps, non. Alors arrête de le donner à l'anxiété, au ressentiment ou au besoin d'approbation. C'est comme donner de l'or en échange de sable. Utilise ton temps pour construire quelque chose de réel, pour renforcer qui tu es, pour agir avec intention. N'attends pas un bon moment, le scénario parfait. Il n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment que tu décides d'utiliser, la réalité dans laquelle tu es maintenant. Pense à quelqu'un qui a traversé des situations extrêmes, la guerre, la perte, le manque, et qui malgré tout a gardé un esprit solide. Ces personnes n'avaient pas plus de temps que toi, elles avaient simplement plus de conscience de sa valeur. Et c'est ça que tu dois construire. Utilise ta mortalité comme une boussole, pas comme une peur, mais comme une direction. Comme un rappel quotidien que chaque choix a du poids, parce que le temps est en train de passer maintenant. Pendant que tu lis ça, vis comme quelqu'un qui comprend ça, agis avec clarté, décide avec fermeté, et arrête de gaspiller ton énergie pour ce qui n'a pas d'importance. Parce qu'un jour, inévitablement, tout se termine.
Et quand ce jour arrivera, la seule question qui comptera sera « Est-ce que tu as vraiment vécu ou est-ce que tu as simplement réagi à ce qui n'avait pas d'importance ?» Si pratique. Un seul objectif, te libérer de ce que tu ne contrôles pas et te redonner le contrôle de ce qui a toujours été à toi, ton esprit, tes choix et ton temps. Sépare les faits de l'interprétation. Détache-toi de ce qui ne t'appartient pas. Affronte l'inconfort avant qu'il ne te domine. Ajuste la manière dont tu portes ce qui t'arrive. Et n'oublie jamais, le temps passe, pas plus tard, pas quand tout sera parfait, maintenant. Alors, utilise ça à ton avantage. Parce que, au final, la différence entre celui qui vit avec clarté et celui qui vit submergé ne réside pas dans la vie que chacun reçoit, mais dans la manière dont chacun répond à ce qu'il reçoit. Ça ne fonctionne pas seulement dans les moments calmes. Ça fonctionne précisément quand tout sort de contrôle. Quand quelqu'un te met sous pression, quand quelque chose se brise, quand la journée ne ressemble plus à ce que tu avais prévu, c'est là que ça se vérifie. Des personnes comme Épictète, Marc Aurèle et Sénèque ne sont pas devenues fortes parce que la vie a été facile. Elles sont devenues fortes parce qu'elles ont appris à agir avec clarté même quand rien n'était favorable. Quand tout devenait lourd, elles ne cédaient pas. Elles restaient solides. Maintenant, c'est ton tour. À partir d'ici, tu peux continuer à réagir comme tu l'as toujours fait. Ou tu peux commencer à répondre avec conscience. Tu peux rester en mode automatique, répéter les mêmes schémas, continuer à tout porter de la manière la plus lourde, ou tu peux t'arrêter, ajuster et avancer plus léger, même avec le même poids. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je prends le contrôle de mon esprit ». Mais pas comme une phrase, comme un engagement. Et surtout, prouve-le dans la prochaine situation réelle qui apparaîtra. C'est là, dans le moment réel, que ça cesse d'être une idée et que ça devient une véritable transformation. Merci d'avoir regardé. Concentre-toi sur toi et commence à vivre comme quelqu'un qui a déjà compris ce qui compte vraiment. Arrête de réagir à tout, arrête d'ouvrir ton attention à ce qui ne dépend pas de toi et prends le contrôle de ton esprit comme quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation de qui que ce soit pour avancer. Les stoïciens ont été directs à ce sujet. Si tu ne gouvernes pas ce qui se passe en toi, n'importe quoi venant de l'extérieur prend le contrôle. Et voici le point que presque personne ne perçoit. Cela ne se produit pas d'un seul coup, cela se produit progressivement. Une pensée que tu ne filtres pas, une opinion que tu laisses entrer, une attente que tu essaies de soutenir, et sans t'en rendre compte, tu es déjà en train de tourner hors de ton propre axe. Mais il existe un moment précis où cela peut être interrompu. Il commence par une décision lorsque tu assumes avec clarté ce qui dépend de toi, et que tu ramènes le contrôle à l'intérieur, parce que c'est à cet instant que l'axe s'aligne, que le centre se stabilise et que tu sors de l'orbite des autres. Tu cesses de te mesurer à la vie des autres, tu cesses de chercher une direction à l'extérieur et tu commences à te soutenir de l'intérieur. Et c'est ici que le vrai changement se produit. Tu récupères quelque chose que la plupart ont déjà perdu, une direction personnelle qui ne vacille pas aux moindres influences. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 techniques stoïciennes pour reprendre ce contrôle, non pas comme une théorie, mais comme une pratique. Non pas pour penser différemment, mais pour vivre différemment. Et la première action est simple, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi. Principalement si tu as tendance à te distraire facilement ou à te perdre dans ce que les autres pensent, c'est déjà le premier pas, parce que le focus ne naît pas prêt, il se construit par décision. On commence. Leçon 1. La dictature de la perfection. Tu as déjà remarqué à quel point le perfectionnisme ressemble à de la discipline, mais en pratique devient de la paralysie. Tu veux bien faire, tu veux réussir, tu veux livrer quelque chose à la hauteur de ce que tu imagines. Mais plus tu penses au résultat idéal, plus il devient difficile de commencer. Et alors, le schéma le plus courant apparaît, tu repousses. Tu ajustes encore un détail, tu attends le bon moment, tu réorganises, tu planifies, tu réfléchis encore, et tu ne bouges pas. C'est l'une des ironies du perfectionnisme. Il te fait croire que tu te prépares, alors qu'en réalité, tu évites d'agir. Pense à quelque chose de simple. Depuis combien de temps dis-tu que tu veux apprendre une nouvelle langue? Tu commences motivé, tu apprends quelques mots, tu essaies de parler, mais tu trébuches sur la prononciation.
tu répètes mentalement, en essayant de réussir avant même d'ouvrir la bouche par peur de te tromper. Et alors tu évites, tu repousses la pratique, tu reviens à la théorie, tu te dis que tu n'es pas encore prêt. Et le temps passe. Il y a 5 ans, si tu avais vraiment commencé, aujourd'hui tu pourrais parler anglais avec naturel, peut-être même à un niveau avancé. Et ce n'est pas pour ajouter plus de culpabilité dans ta tête, c'est pour te montrer clairement où se trouve l'erreur. Le problème n'a jamais été la difficulté, c'était l'exigence de bien faire avant de commencer. C'est comme quelqu'un qui dessine la carte parfaite, mais qui ne fait jamais le premier pas. Le chemin ne se révèle pas sur le papier, il apparaît seulement quand tu avances. Marc Aurèle se rappelait à lui-même « N'attends pas la perfection de la République de Platon ». Parce que celui qui attend des conditions idéales ne vit pas, il observe simplement la vie passée toujours de l'extérieur. Et voici le point qui change tout. La perfection n'est pas un standard élevé, c'est un objectif impossible. Et tout objectif impossible produit le même effet. Frustration, fatigue et à la fin abandon. Ce n'est pas que tu n'en es pas capable, c'est que tu essaies de commencer par le résultat final, en ignorant le processus qui construit ce résultat. Le progrès est différent. Le progrès accepte l'imperfection, le progrès permet l'erreur, le progrès crée du mouvement, et le mouvement change tout. Parce que quand tu commences, même mal, même de manière incomplète, quelque chose s'ajuste. La clarté augmente, le chemin apparaît, la confiance grandit. Marc Aurèle disait aussi « Contemple même le plus petit progrès ». Et ce n'est pas se contenter de peu, c'est comprendre comment l'évolution se produit réellement. Personne ne construit de discipline en attendant le jour parfait. Personne ne gagne en confiance en pensant trop. Personne ne change de vie en restant immobile. Tu changes en faisant, en ajustant, en te trompant, en corrigeant, en continuant. C'est ainsi que tu sors du cycle du perfectionnisme. Au lieu de demander « Est-ce que c'est parfait ?», commence à demander « Est-ce que c'est mieux qu'hier ?» Ce simple changement te déplace de l'exigence vers le mouvement, et c'est dans le mouvement que la vie répond. Alors, la pratique ici est directe. Dans les prochaines 24 heures, choisis quelque chose que tu repousses parce que tu veux que ce soit parfait, et commence imparfait quand même, sans ajustement excessif, sans préparation infinie, sans attendre de te sentir prêt, parce que la clarté ne vient pas avant l'action, elle vient pendant, et c'est agir qui te fait commencer à construire un progrès réel. Leçon 2. Mets-toi au sommet. Sortir de la paralysie change déjà le jeu, mais ne résout pas un problème plus profond. Continuer à te mettre en dernier. Tu as déjà remarqué à quel point souvent tu traites les autres avec plus d'attention que toi-même. Tu écoutes quand quelqu'un a besoin de se confier. Tu essayes de comprendre. Tu essayes d'aider. Tu essayes d'être patient. Mais quand c'est toi qui es fatigué, confus ou débordé, la réponse est souvent différente. Tu t'exiges, tu te critiques, tu te pousses, tu ignores tes limites et tu agis comme si prendre soin de toi était une perte de temps. Et c'est ainsi que beaucoup vivent, disponibles pour tout, sauf pour leur propre vie. Tu réponds aux messages immédiatement. Tu acceptes des engagements qui n'ont pas de sens, tu portes des problèmes qui ne sont pas les tiens. Tu essaies de plaire à des personnes qui ne voient même pas ce que cela te coûte. Et à la fin de la journée, quand il reste enfin un peu de silence, tu réalises que tu as donné de l'énergie à tout le monde, sauf à ceux qui avaient réellement besoin de ton attention. C'est comme s'occuper de toute une maison, en laissant sa propre chambre à l'abandon. De l'extérieur, on dirait que tu es responsable, utile, présent. Mais à l'intérieur, l'endroit où tu vis vraiment commence à accumuler poussière, poids et désordre. Les stoïciens n'enseignaient pas l'égoïsme, ils enseignaient la maîtrise. Et la maîtrise commence quand tu comprends que ton esprit, ton temps, ton corps et ta direction ne peuvent pas être traités comme des restes. Épictète disait que personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cela s'applique exactement ici, parce que si n'importe qui peut prendre ton attention, si n'importe quelle exigence peut décider de ton état émotionnel, si n'importe quelle attente peut t'éloigner de ce qui compte, alors tu ne te concentres pas sur toi, tu vis comme une extension du monde. Te traiter comme la personne la plus importante de ta vie ne signifie pas te placer au-dessus des autres. Cela signifie arrêter de te placer toujours en dernier. Cela signifie te demander « Est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux construire ou est-ce que cela m'éloigne de moi-même » Cette question change beaucoup de choses.
Elle te fait voir quand tu dis oui par peur, quand tu acceptes du poids par culpabilité, quand tu t'abandonnes juste pour ne pas décevoir quelqu'un. Et voici le point que beaucoup mettent du temps à comprendre. Tu ne peux pas construire une vie solide en te traitant comme quelque chose de secondaire. Ton attention est une matière première. Ton énergie est une matière première. Ton temps est une matière première. Et tout ce que tu donnes sans conscience finit un jour par te manquer à l'intérieur. Alors commence par le basique. Avant d'assumer une nouvelle exigence, reviens vers toi. Avant d'essayer de résoudre le monde, regarde ce qui est négligé dans ta propre vie. Avant de chercher l'approbation, demande-toi si tu agis avec respect pour la personne que tu essaies de devenir. Parce que se concentrer sur soi commence exactement ici. Quand tu arrêtes de t'abandonner pour entrer dans les attentes des autres, tu n'as pas besoin d'être froid. Tu n'as pas besoin de te fermer. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'aimer, d'aider ou d'être présent. Mais tu dois te rappeler d'une chose. Toi aussi, tu es quelqu'un dont tu es responsable. Et quand tu comprends cela, quelque chose change. Tu commences à mieux choisir, à préserver ton énergie, à respecter tes limites, à traiter ta vie comme quelque chose qui mérite de l'attention, et non comme quelque chose qui peut attendre. Grave ceci, si tu n'apprends pas à prendre soin de toi avec sérieux, tu passeras ta vie à essayer de tout soutenir, pendant que ta propre base s'effondre en silence. Leçon 3. Le théâtre de l'anxiété. Maintenant, tu n'es plus en dernier dans ta vie, tu t'es mis en priorité, mais il existe encore quelque chose qui peut te tirer hors de toi, ton propre esprit. Tout ton pouvoir est ici et maintenant. Peut-être que tu l'as déjà remarqué, souvent, ce qui t'épuise le plus n'est pas ce qui est en train de se passer, mais ce qui peut arriver. Tu es dans le présent, mais ton esprit est déjà plus loin, en train de créer des scénarios, d'anticiper des problèmes, de répéter des dialogues qui n'existeront peut-être jamais. Et plus tu y penses, plus cela paraît réel. C'est comme s'il existait un théâtre dans ta tête, où tu es à la fois l'auteur, le metteur en scène et le spectateur. Et la pièce est presque toujours la même. Quelque chose tourne mal, tu perds, tu échoues, tu n'y arrives pas. Le problème n'est pas le futur. Le problème, c'est que tu vis un futur qui n'existe pas encore, mais tu réagis comme s'il était déjà en train d'arriver. Et c'est ici que la plupart des gens se perdent, parce qu'ils ne voient pas que l'anxiété ne vient pas de ce qui se passe, elle naît de l'histoire que l'esprit commence à raconter à partir de cela. Un message qui n'arrive pas devient du rejet, un silence devient un problème, une possibilité devient une menace. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans ce scénario comme s'il était réel, comme si tu étais coincé à l'intérieur, en réagissant émotionnellement à quelque chose qui n'existe que dans ton imagination. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Ne laisse pas la vie dans son ensemble écraser ton imagination. Concentre-toi sur la situation présente. » Et ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une instruction directe. Parce que quand tu casses ce théâtre en morceaux, quand tu reviens au présent, tu remarques quelque chose de simple et puissant. À cet instant précis, il n'y a presque jamais de problème réel, il n'y a que son anticipation. L'anxiété a besoin du futur pour exister. Dans le présent, elle perd de sa force. C'est pour cela que la pratique ici n'est pas de contrôler tout ce qui peut arriver, c'est d'interrompre l'histoire. Quand tu remarques que ton esprit crée des scénarios, arrête-toi et demande-toi, qu'est-ce qui est en réalité en train de se passer maintenant? Pas ce qui peut arriver, pas ce que tu crains, mais ce qui est réel ici. Cette question simple coupe le scénario en deux. Elle te sort du public et te ramène dans la vie. Comme les stoïciens l'ont compris il y a longtemps, la qualité de ton esprit ne dépend pas du monde, elle dépend du type de pensée que tu nourris. Et quand tu apprends à te concentrer sur toi, quelque chose commence à changer de manière silencieuse mais profonde. Tu gagnes en force mentale, c'est comme sortir d'un labyrinthe et regarder d'en haut. Ce qui semblait impossible à comprendre révèle maintenant un chemin clair. Tu commences à remarquer le moment exact où l'esprit tente de fuir vers le futur. Tu vois quand tu crées un problème qui n'existe pas encore, tu vois quand tu réagis à une supposition et non à un fait. Et cette perception change tout. Parce que maintenant tu as le choix, avant tu réagissais. Maintenant tu décides. Avant tu te perdais dans des scénarios, tu imaginais le pire, tu portais de l'anxiété toute la journée pour quelque chose qui n'est jamais arrivé. Maintenant tu interromps, tu reviens, tu coupes l'excès. Une réunion cesse d'être une menace, elle devient juste une tâche de plus.
Une pensée négative cesse d'être une vérité, elle devient simplement une pensée. C'est ainsi que tu sors de ce cycle, non pas en essayant de contrôler le futur, mais en entraînant ton esprit à rester là où la vie se déroule réellement. Concentre-toi sur toi, pas sur ce qui peut mal tourner, pas sur ce que les autres pensent, pas sur ce qui n'est même pas encore arrivé. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle, ici, maintenant. Parce que la décision reste la tienne. Continuer à regarder ce théâtre, ou enfin en sortir. Leçon 4. Le blindage de ton chemin. Revenir au présent te donne de la clarté. Mais c'est ce que tu fais avec lui qui construit ce qui vient ensuite. La plupart des gens n'abandonnent pas leurs rêves d'un seul coup. Ils abandonnent petit à petit, reportent aujourd'hui, ajustent demain, attendent le bon moment. Et ce qui commence comme un choix ponctuel devient un schéma silencieux, et sans t'en rendre compte, ce qui était une intention devient simplement une idée lointaine. Les jours passent, les mois passent, et ce que tu savais que tu pouvais faire n'arrive jamais, parce qu'il existe un mensonge silencieux auquel beaucoup croient, qu'un jour, tu vas te réveiller prêt, confiant, sûr de toi, avec tout aligné pour agir. Ce jour n'arrive pas parce qu'il n'existe pas. Et pendant que tu attends, la vie continue sans ce que toi seul aurais pu apporter au monde. Maintenant, pense à quelque chose d'important. Ce que tu ressens comme un appel n'est pas toujours accepté immédiatement, ni par les autres, et parfois, même pas par toi. Florence Nightingale est née dans une famille riche, avec des attentes très claires sur ce qu'elle devait être. Être infirmière n'était pas une option respectée. C'était vu comme quelque chose d'inapproprié, presque impensable pour quelqu'un de sa position. Mais elle sentait que c'était ce qu'elle devait faire, pas comme une idée vague, mais comme quelque chose qui ne la laissait pas en paix. Et ce n'était pas confortable, ce n'était pas facile, et ce n'était clairement pas soutenu. Mais malgré cela, elle a décidé d'agir. Et cette décision n'est pas venue de la certitude, elle est venue de la fidélité à ce qu'elle savait être vrai. Et ce choix a changé non seulement sa vie, mais la manière dont le monde entier voit les soins infirmiers jusqu'à aujourd'hui. Elle a créé les soins infirmiers modernes parce qu'elle a cru en son propre chemin, avant même de le construire. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis à cela avec honnêteté. Combien de fois as-tu senti que tu devais faire quelque chose de différent, mais tu as choisi d'attendre? Combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire, et malgré cela, tu n'as pas eu confiance en toi pour faire le premier pas? Pas parce que c'était impossible, mais parce que ce n'était pas le moment parfait. Parce que personne ne croyait en toi, parce qu'il manquait de sécurité, de validation, de certitude. Et pendant que tu attends que tout cela apparaisse, le temps continue de passer. Et le plus dangereux, ce n'est pas de perdre du temps, c'est de te diminuer, c'est de t'habituer à ne pas agir, c'est de commencer à ne plus croire en ce que tu ressens. Parce que quand tu cesses de faire confiance à ce que tu ressens, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds ta direction. Ce qui était clair commence à sembler exagéré. Ce qui te faisait avancer devient doute. Et peu à peu, tu cesses de te guider de l'intérieur et tu commences à attendre quelque chose de l'extérieur pour te pousser. Et c'est là que tout se bloque. Pas par manque de temps, mais parce que tu as cessé de te faire confiance pour commencer. Et ce qui casse cela, ce n'est pas plus de préparation, ce n'est pas plus d'attente, ce n'est pas plus d'analyse. C'est une décision. La décision de recommencer, de te concentrer sur toi, de revenir à honorer ton propre chemin. La première loi de Newton explique cela de manière simple. Ce qui est immobile tend à rester immobile. Et cela vaut aussi pour ta vie. Tant que tu ne bouges pas, rien ne change. Tant que tu ne commences pas, rien ne se révèle. La clarté ne vient pas avant l'action, elle apparaît pendant. Elle se construit pendant que tu agis. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que tout est interconnecté, que chaque action coopère à quelque chose de plus grand, et quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu comprends que tu n'es pas ici par hasard, qu'il y a quelque chose en toi qui doit être mis en pratique, quelque chose que toi seul peux développer, construire, offrir, quelque chose qui n'existera pas si tu ne le fais pas. Et croire en cela, ce n'est pas une question d'estime de soi, c'est une question de responsabilité. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde qui perd quand tu te bloques, c'est toi qui cesses de devenir ce que tu pourrais être. Alors arrête d'attendre le moment idéal,
Arrête de négocier avec ce que tu sais déjà que tu dois faire. Parce que te concentrer sur toi, ce n'est pas penser davantage à ta vie. C'est arrêter de repousser son exécution. C'est maintenir la décision même quand la validation manque. C'est continuer même quand personne ne comprend. C'est agir même quand il reste encore du doute. Parce que la loyauté envers ton chemin, ce n'est pas être sûr, c'est ne pas t'abandonner au milieu du processus. Et au final, ce n'est pas la personne que tu pourrais être qui change ta vie, c'est celle que tu décides de commencer à être aujourd'hui. Leçon 5. Le territoire de l'évolution. Ta vie change dans des moments bien plus petits que tu ne l'imagines. Ce ne sont pas de grandes décisions ni de grandes opportunités. Ce sont des instants rapides, presque invisibles, où tu dois choisir entre ce qui est confortable et ce qui te fait grandir. Et c'est dans ces moments que tout se décide, rester ou agir, éviter ou affronter, reporter ou assumer. La plupart des gens ne perdent pas par manque de capacité. Ils perdent parce que, dans ces petits carrefours, ils choisissent le chemin le plus facile, tellement de fois que cela devient un schéma. Et quand le schéma se répète, il cesse d'être un choix et devient ce que tu es. Certains entraînements simples rappellent une idée stoïcienne essentielle. La force se construit quand tu choisis volontairement ce qui est difficile. Et cela va bien au-delà d'un exercice, parce que chaque fois que tu choisis le facile, tu maintiens la même limite. Mais chaque fois que tu choisis le difficile, tu élargis ce que tu es. Maintenant, pense à une situation réelle. Tu sais que tu dois t'affirmer davantage au travail. Tu sais que tu devrais parler, t'impliquer plus, participer davantage. Cela est déjà clair pour toi. Et alors l'opportunité apparaît. Pendant une seconde, tu ressens l'inconfort. La pensée arrive. Mieux vaut pas, je verrai ça plus tard. Ce n'est pas le bon moment. Mais cette fois, tu décides différemment. Tu parles, même sans la phrase parfaite. Tu t'affirmes, même sans sécurité totale. Tu assumes, même avec l'inconfort. Et à cet instant, quelque chose change. Pas parce que tout autour de toi se transforme, mais parce que tu casses un ancien schéma. Tu réalises que tu peux agir même sans te sentir prêt. Tu réalises que l'inconfort ne te bloque pas. Tu réalises que l'action vient avant la confiance et non après. Et c'est ainsi que la force commence à se construire. Pas dans de grands gestes, mais dans ces petits moments où tu décides de ne pas reculer. C'est comme un muscle invisible qui s'entraîne en silence, chaque choix difficile renforce. Chaque décision consciente élargit. Et avec le temps, quelque chose s'ajuste. Ce qui semblait difficile cesse d'être un obstacle, ton niveau s'élève, et ce que tu évitais devient une partie de ce que tu es. Et cela, c'est le caractère. Pas ce que tu dis de toi, mais ce que tu fais quand le chemin le plus facile est disponible, et malgré cela, tu en choisis un autre. Parce qu'au final, te concentrer sur toi, c'est cela. C'est arrêter d'attendre le moment idéal et commencer à devenir quelqu'un qui agit malgré l'inconfort. Leçon 6. Tu n'iras que jusqu'où ton corps tient. La discipline ne casse pas d'abord dans la tête, elle casse dans le corps. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent quand ils essaient d'évoluer. Aucun esprit ne se maintient longtemps dans un corps négligé. Tu essaies d'organiser ta vie, d'améliorer ta concentration, d'avoir plus de discipline, mais tu ignores la base de tout cela, ton corps. Et quand la base échoue, rien ne tient. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ton esprit qui décide, c'est l'état dans lequel il fonctionne. Pense à ta journée. Tu te réveilles fatigué, tu passes des heures assis, tu manges mal, tu oublies de boire de l'eau, tu vis avec le corps tendu, et tu attends quand même d'avoir de la clarté, de l'énergie et du contrôle émotionnel. Cela ne fonctionne pas comme ça. C'est comme essayer de faire fonctionner une machine de précision avec des engrenages rouillés. Peu importe à quel point tu veux un résultat, la structure ne répond pas. Les stoïciens comprenaient cela de manière pratique. Ils ne séparaient pas l'esprit et le corps comme des choses indépendantes. Ils savaient que l'esprit ne fonctionne bien que lorsque le corps le soutient. Parce que le corps n'est pas seulement un support. Il est l'environnement dans lequel ton esprit existe. Si l'environnement est usé, l'esprit en paie le prix. Tu perds patience plus vite, tu te distrais plus facilement, tu évites l'effort, tu prends des décisions plus faibles. Et voici le point que presque personne ne regarde en face. Souvent, le problème n'est pas un manque de discipline, c'est un manque d'énergie physique pour soutenir la discipline. Maintenant, observe quelque chose de simple. Les jours où tu dors mieux,
Tu bouges, tu manges bien, tout change. Tu penses avec plus de clarté, tu agis avec plus de fermeté, tu tolères mieux l'inconfort. Le monde n'a pas changé, c'est toi qui as changé. Et cela change tout. Prendre soin du corps, ce n'est pas de l'esthétique, ce n'est pas de la vanité. C'est une stratégie, c'est garantir que tu as assez d'énergie pour soutenir les décisions que tu veux prendre. Le plus grand soin que tu peux t'apporter, c'est d'arrêter de traiter ton corps comme un détail et de commencer à le traiter comme une priorité. Alors fais ceci, pendant les 3 prochains jours, ne négocie pas avec ton corps. Ce n'est pas pour tout changer, ce n'est pas pour faire parfaitement, c'est pour prouver en pratique que tu es aux commandes. Bois au moins 2 litres d'eau même sans envie, lève-toi et bouge pendant 5 minutes, même quand tu es fatigué. Ajuste ta posture quand tu remarques ton corps affaissé. Dors mieux, même si cela signifie dire non aux distractions. Cela paraît simple, et ça l'est, mais c'est précisément dans ces actions simples que le contrôle commence à revenir. Parce que pendant ces 3 jours, ce seront 36 heures où tu ne prends pas seulement soin de ton corps. Tu brises le schéma de négligence que tu répétais sans t'en rendre compte. Tu dis, par l'action, « Je me soutiens ». Et quand cela arrive, quelque chose change. Ton énergie revient, ton esprit s'éclaircit. Tes décisions deviennent plus fermes. Et pour la première fois depuis longtemps, tu te rends compte que tu n'essaies pas de t'organiser, de te mettre en premier. Tu commences à prendre le contrôle. Leçon 7. Libère-toi de la passion et sois plein d'amour. À première vue, cela semble contradictoire. Comment quelqu'un peut-il être libre de la passion et pourtant vivre avec amour? Parce que quand nous parlons de passion ici, nous ne parlons pas de ressentir. Nous parlons d'être dominé par ce que tu ressens. C'est réagir sans penser, c'est te laisser emporter par la colère, par l'impulsion, par l'anxiété, par le désir. C'est perdre le contrôle et appeler cela de l'intensité. Marc Aurèle n'était pas un homme froid. Il était empereur, père, mari. Il ressentait, il se souciait, il s'impliquait. Mais il comprenait quelque chose que la plupart des gens ignorent. Ressentir n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas savoir quoi faire de ce que tu ressens. C'est pour cela qu'il écrivait sur le fait de maîtriser son tempérament, de traverser la douleur, de dissoudre la peur, non pour devenir insensible, mais pour ne pas être contrôlé par ses émotions. Maintenant, pense à quelque chose de simple. Quelqu'un dit quelque chose qui te dérange. Sur le moment, l'envie de réagir arrive, de répondre sur le même ton, de prouver un point. C'est cela la passion, mais il existe un petit espace avant la réaction. Et c'est dans cet espace que tu décides. Tu peux réagir par impulsion ou tu peux choisir quelque chose de plus fort. De la fermeté sans agressivité, de la clarté sans attaque, du respect, même quand l'autre n'en a pas. C'est cela l'amour dans le sens stoïcien. Ce n'est pas une émotion légère ni romantisée, c'est un choix conscient. Marc Aurèle disait qu'il avait appris de son maître à ne pas montrer de colère ou d'autres émotions incontrôlées, à être libre de la passion et, malgré cela, plein d'amour. Et cela change complètement la manière dont tu vis. Parce que quand tu cesses d'être entraîné par les émotions, tu commences à agir avec direction. Tu ne réponds pas par impulsion, tu ne te perds pas dans la colère, tu ne te laisses pas enfermer par la peur, tu choisis. Et quand tu choisis, tu te renforces. L'amour ici n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise. C'est la capacité de rester calme quand il serait facile d'exploser, d'agir avec équilibre quand tout demande l'excès, de continuer avec fermeté sans avoir besoin de te perdre en chemin. Et cela ne naît pas de nulle part. Cela naît quand tu commences à observer tes réactions et à interrompre l'automatique. Alors fais attention à cela tout au long de ta journée. La prochaine fois qu'une émotion arrive avec force, ne réponds pas immédiatement. Ne coupe pas, ne fuis pas, ne réprime pas. Attends simplement quelques secondes, respire, observe et ensuite choisis comment agir. Parce que ce petit intervalle est ce qui sépare celui qui réagit de celui qui a le contrôle. C'est là que tu cesses d'être poussé par les émotions et que tu commences à te positionner face à elles. La plupart des gens n'apprennent pas à maîtriser ce qu'ils ressentent. Ils réagissent par impulsion et ensuite essaient de réparer ce qui a déjà été fait. Mais te concentrer sur toi commence par cet entraînement. C'est ici que tout se relie. Quand tu décides de ne pas réagir à la première émotion, de ne pas céder à la première impulsion, de ne pas parler au premier pic de colère ou d'anxiété, quelque chose change.
Tu cesses de vivre en pilote automatique et tu commences à vivre avec intention. Tu ressens, mais tu décides. Et quand cela se répète, ce n'est pas seulement ta réaction qui change, c'est ce que tu deviens. Parce qu'au final, ce n'est pas l'émotion qui définit ta vie. C'est la manière dont tu y réponds. Et c'est cette réponse, consciente et répétée, qui construit un esprit stable, une présence forte et une vie avec direction. Leçon 8. La responsabilité radicale. Tu peux ajuster tout cela, mais il existe un point qui définit si quelque chose change réellement. Assumer le contrôle sans rien attendre de l'extérieur. Jusqu'ici, tu as organisé ta manière de penser, ajusté tes choix et commencé à gagner du contrôle. Mais cela ne résout pas encore le point central, décider d'agir sans dépendre d'aucune condition. Il existe une différence que presque personne ne perçoit. Tu peux comprendre tout cela, tu peux être d'accord. Tu peux même sentir que tu dois changer, et malgré tout rester exactement là où tu es. Et c'est précisément ici que la plupart des gens se perdent. Parce que ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie. C'est ce que tu décides de faire avec ce que tu sais. Maintenant, regarde ta vie avec honnêteté. Combien de fois t'es-tu surpris à attendre? Attendre de te sentir plus près. Attendre une meilleure opportunité. Attendre que quelque chose rende le chemin plus facile. Et sans t'en rendre compte, tu as placé ta vie entre les mains de quelque chose d'extérieur, comme si le bon moment devait arriver de l'extérieur et non être créé par toi. Les stoïciens ont été extrêmement directs à ce sujet. Pour eux, la vie se divise en une seule chose, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et le problème n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, il est dans le fait que la plupart des gens vivent comme s'ils n'avaient aucune responsabilité sur ce qui se passe à l'intérieur. Marc Aurèle a perçu cela en lui-même. Dans des moments difficiles, il désirait de l'aide, désirait du soulagement, désirait que quelque chose vienne de l'extérieur pour résoudre ce qu'il ressentait, jusqu'à ce qu'il comprenne quelque chose de simple mais décisif. Si le problème est dans la manière dont je réponds, alors la solution s'y trouve aussi. Épictète résume cela de façon directe. Commence par faire toi-même ce qui dépend de toi. Et cela semble simple, presque banal. Mais ce qu'il dit est profond. Arrête d'attendre que quelqu'un résolve ce qui t'appartient. Arrête d'attendre que le monde t'organise. Arrête de déléguer ce que toi seul peux assumer. Parce que la responsabilité, dans le stoïcisme, ce n'est pas la culpabilité, c'est le pouvoir. C'est le point exact où tu arrêtes de réagir et tu commences à diriger. Et c'est pour cela que c'est la leçon la plus difficile de toutes, parce qu'elle ne change pas ce que tu fais, elle change l'endroit d'où tu agis. Tu commences vraiment à te concentrer sur toi quand tu arrêtes d'attendre du soutien et que tu commences à te soutenir toi-même. C'est la condition qui te fait évoluer. Parce qu'à partir de ce moment, tu ne dépends plus d'être prêt. Tu ne dépends plus de validation. Tu ne dépends plus de conditions idéales. Tu ne dépends plus de ton humeur. Tu ne dépends plus du contexte, de l'approbation. Tu agis à partir d'une décision. Plus tu attends, moins tu crois que tu es capable d'agir. Non pas parce que tu as perdu cette capacité, mais parce que tu as cessé de l'utiliser. Et quand tu ne l'utilises pas, tu commences à douter. Tu doutes de ce que tu ressens, tu doutes de ce que tu sais, tu doutes de ce que tu pourrais faire. Jusqu'à ce qu'un moment arrive où le problème n'est plus l'opportunité, mais la posture. Ce point n'est pas à propos de « agir un jour ». Il s'agit d'agir tant que tu peux encore, tant qu'il y a encore un choix, tant qu'il y a encore de l'énergie, tant qu'il y a encore un espace pour décider de la direction. Parce qu'il arrive un moment où tu ne choisis plus. Tu es en train de gérer les conséquences de ne pas avoir choisi avant. Et voici la vérité qui clôt tout. Personne ne fera cela à ta place. Personne ne va organiser ta vie. Personne ne va construire ta discipline. Personne ne va assumer les décisions que tu évites. Si tu ne bouges pas, rien ne bouge. Et ce n'est pas dur, c'est libérateur. C'est ce qui te rend le contrôle. Parce qu'au moment où tu comprends cela, quelque chose change de manière définitive, tu deviens capable d'assumer ta vie. Non pas parce que tu es prêt, mais parce que tu as décidé d'assumer. Et c'est ici que tout s'aligne. Se concentrer sur soi, ce n'est pas penser davantage à sa vie, c'est arrêter de déléguer la responsabilité de celle-ci. Ce sont 8 leçons, 8 techniques, 8 outils stoïciens pour te ramener à toi. Tu as appris que te concentrer sur toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est prendre soin de ton esprit avant que le monde ne décide à sa place. C'est arrêter de vivre prisonnier de problèmes imaginaires.
C'est remplacer la perfection par le progrès. C'est honorer ton propre chemin même quand la validation manque. C'est choisir l'inconfort qui te renforce, prendre soin du corps qui soutient ton esprit, répondre aux émotions avec conscience et assumer une bonne fois pour toutes ce que toi seul peux assumer. Parce qu'au final, la vie ne change pas seulement quand tu comprends une idée, elle change quand tu commences à agir à partir d'elle. Et peut-être que c'est le message le plus important de cette vidéo. Personne ne peut revenir à ta place vers toi-même. Personne ne peut protéger ton attention à ta place. Personne ne peut construire ta discipline à ta place. Personne ne peut croire en ton chemin à ta place. Personne ne peut assumer ta vie à ta place. Mais toi, tu peux. Tu peux revenir au présent. Tu peux commencer imparfait. Tu peux agir même avec du doute. Tu peux prendre soin du corps, protéger l'esprit, maîtriser la réaction, soutenir la décision et arrêter de déléguer la direction de ta vie. Et quand tu fais cela, ce n'est pas seulement ta routine qui change, c'est ta posture, c'est ta présence, c'est la manière dont tu entres dans le monde. Alors, si cette vidéo t'a parlé, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'assume ma vie ». Parce que cette phrase n'est pas à propos d'une motivation passagère, c'est un engagement. Et à partir d'aujourd'hui, souviens-toi de ceci. Te concentrer sur toi n'est pas t'éloigner de la vie. C'est enfin prendre ta place à l'intérieur d'elle.